Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation, aujourd'hui dédiée à l'oscillateur stochastique, certainement l'un des plus répandus au sein de la communauté des analystes et des traders sur les marchés financiers. Bon, on va diviser cette présentation, cette vidéo de formation en deux temps. D'abord une partie théorique, comme bien souvent dans les vidéos de formation, comme dans les autres vidéos de formation, ce que j'aime appeler la toile d'araignée, c'est-à-dire généralement mes vidéos de formation font des échos, il y a des ponts entre deux vidéos. Typiquement, on aura plusieurs ponts aujourd'hui. Évidemment, vous en doutez bien pour ceux qui connaissent globalement les stochastiques, on va avoir quelques ponts avec la vidéo de présentation, la vidéo de formation sur le RSI. Voilà. Donc, premier temps, une partie très théorique pendant quelques minutes. Et puis, enfin, comme bien souvent, une partie pratique sur Xstation où on verra où trouver cet oscillateur stochastique et comment appliquer concrètement ce que l'on aura vu dans quelques secondes via la partie théorique. Alors, les stochastiques, avant toute chose, il faut ranger cet outil-là dans la famille des oscillateurs bornés, donc entre deux valeurs par définition, en l'occurrence entre 0 et 100. Là aussi, un petit peu comme le RSI, on verra pourquoi. L'oscillateur, bon, c'est toujours bon de mentionner l'auteur, c'est toujours bon de mentionner la source, l'analyste qui l'a mise en évidence, qui l'a popularisé en tout cas, George Slane, qui a popularisé effectivement cet outil de manière assez récente tout au long du XXe siècle. Alors, on va distinguer deux sous-parties au sein de l'oscillateur des stochastiques. Un premier sous-oscillateur, j'ai laissé la notion d'oscillateur, mais laissons-la comme ça, que l'on va appeler K, qui va être filtré par un deuxième oscillateur appelé D. Je rentre pas plus dans le détail là-dessus. J'ouvre simplement une porte parce que le mieux pour bien le détailler, c'est de l'avoir sous les yeux. Donc je reviendrai surtout sur ces notions-là dans la deuxième partie de la vidéo de formation, c'est-à-dire via Xstation, parce que là c'est vrai que d'une manière théorique, juste par écrit, ça va pas être hyper intuitif. En tout cas, d'ores et déjà, on peut dire que visuellement, ces deux oscillateurs vont avoir l'allure de courbes propre à l'évolution du prix, bien entendu. Je rappelle, et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais je rappelle qu'un indicateur technique et un oscillateur technique, ça n'est rien d'autre que le prix en retard, par définition, puisque la construction d'un indicateur et d'un oscillateur technique, c'est une dérivée mathématique du prix, par définition. Donc, ces deux courbes-là vont avoir tendance à se croiser. Donc déjà, là aussi, on peut faire un petit écho, bien que ça ne soit pas des moyennes mobiles, mais on peut faire un petit écho au travail un petit peu visuel, intuitif, habituel, je dirais, de croisement entre deux moyennes mobiles. Voilà. Bien que, encore une fois, les valeurs que nous allons utiliser aujourd'hui ne sont pas des moyennes mobiles. Voilà. Alors, naturellement, comme tout oscillateur borné, enfin en tout cas comme la plupart des oscillateurs bornés, avec les stochastiques, quand le marché tend vers ses points bas, quand il est au plus bas, eh bien l'oscillateur va tendre vers la valeur de 0. Quand le marché va se diriger, va s'orienter vers ses plus hauts, l'oscillateur va tendre vers la valeur de 100. C'est deux bornes extrêmes par définition, 0 et 100. Autrement dit, et là aussi pour faire un petit écho avec un autre oscillateur borné particulièrement populaire, à savoir le RSI, on va s'intéresser à des zones de tension, généralement sur les stochastiques. Par défaut, on travaille sur une zone de survente comprise entre 0 et 20 et une zone de surachat comprise entre 80 et 100. Je rappelle que par défaut, là aussi au niveau du paramétrage, un RSI sont des valeurs de tension, des zones de tension, de survente entre 0 et 30 et de surachat entre 70 et 100. Bon, d'où la mention un peu à l'image du RSI en quelque sorte. Dans les grandes lignes, on va retrouver un petit peu nos habitudes, je dirais, sur le RSI. Et on verra les subtilités dans quelques instants. Alors, comme toujours, et j'aime beaucoup revenir là-dessus dans les vidéos de formation propres à un seul et même outil, idéalement, il vaut mieux respecter un paramétrage par défaut, de sorte à être à peu près certain que l'on ait tous, globalement, en tout cas qu'à titre personnel, on ait la même représentation visuelle, les mêmes points d'entrée et de sortie que la plupart des opérateurs boursiers qui utilisent et qui utiliseront cet outil-là. À trop vouloir paramétrer, à trop vouloir bidouiller, je dirais, le paramétrage en cherchant la combinaison la plus idéale, certes, on peut faire de belles découvertes, mais on risque surtout de se retrouver sur des paramétrages qui finalement ne sont utilisés par personne, ou du moins par trop peu d'opérateurs pour qu'ils soient pertinents, de sorte à ce que lorsque le paramétrage par défaut nous indique un retournement, on est à peu près certain que la plupart des opérateurs utilisant cet outil-là voient la même chose. Voilà. Le sous-oscillateur K a pour période 5, on le reverra graphiquement sur l'expression tout à l'heure, et le sous-oscillateur D a pour période par défaut la valeur de 3. Sous-entendu, dans le premier cas,
c'est le cas de le dire, eh bien le cas justement va synthétiser, va se baser sur les valeurs des 5 derniers chandeliers, quelle que soit l'unité de temps sélectionnée. Et dans le cas de D, évidemment, on sera sur un travail sur les 3 derniers chandeliers, par définition. Voilà. Point suivant, naturellement, on va travailler sur le croisement entre ces deux valeurs, à savoir entre K et D, et idéalement en zone de tension. Souvenez-vous de ces notions-là, évidemment, on aura l'occasion de voir pourquoi. De la même manière que les stochastiques vont nous permettre, et là aussi je fais un écho avec une autre vidéo, vont nous permettre de distinguer des divergences. On l'a vu dans les précédentes vidéos de formation, notamment celle sur le RSI, et notamment celle sur les divergences. Dans le cas d'un oscillateur borné, comme les stochastiques, une divergence est d'autant plus puissante lorsqu'elle a lieu en zone de tension, en zone de surachat ou de survente. Si elle a lieu en zone neutre, donc typiquement ici entre 20 et 80, la divergence reste valable, mais elle sera moins pertinente que si elle avait lieu en zone de tension. Parce que je rappelle que quand même le principe d'une divergence, c'est de nous indiquer un essoufflement de tendance, voire pourquoi pas un retournement. Donc autant avoir l'oscillateur qui nous dit d'une part, on est suracheté ou survendu, et en plus détecter une divergence. Voilà, pour le petit pont avec les autres vidéos de formation en lien. L'inertie des marchés financiers et la persistance des ZDT. Alors ZDT, c'est un acronyme personnel juste pour dire zone de tension, pour des raisons juste de format par rapport à la slide, évidemment. Alors, globalement, évidemment, l'oscillateur, les stochastiques, vont refléter l'inertie des marchés financiers, l'inertie de notre sous-jacent. On l'a vu tout à l'heure, si par exemple le DAX 30 auquel on a appliqué, l'indice allemand auquel on a appliqué le stochastique, si effectivement il évolue vers ses plus hauts, les stochastiques vont évoluer vers la valeur de 100. Si le DAX évolue vers ses plus bas, récents, sur les périodes considérées, eh bien le stochastique va évoluer vers le point de 0. Néanmoins, aucun outil n'est parfait, et donc là on rentre dans la partie un peu bémol, et donc il y a des faux signaux. Alors, un faux signal typiquement sur un oscillateur borné, comme l'est le stochastique ou comme l'est le RSI, c'est quand on évolue, alors il n'y a pas de norme absolue, mais par exemple quand on évolue 5, 6 chandeliers consécutifs en zone de surachat, en zone de survente, en zone de tension. Et donc, sous-entendu, l'outil nous dit, on est suracheté, mais le prix continue de monter pour autant. Donc là, faux signal, parfait. Par définition, le prix ne va pas s'arrêter de monter parce que le RSI ou les stochastiques nous disent attention, on est en surachat. Il faut bien comprendre ça parce qu'intuitivement, beaucoup d'opérateurs néophytes se disent le RSI est suracheté, donc le marché va forcément baisser. Non, le marché peut très bien continuer de monter, quand bien même le RSI nous indique une valeur extrême de 95 ou de 100. Donc il y a des faux signaux. Donc par définition, comme tout outil, puisque chaque outil va présenter des faux signaux, on va faire attention à l'unité de temps. Il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Il vaut mieux appliquer ces stochastiques sur du H1, du H4, du D1, de grandes unités de temps, et donc avoir peu de signaux, mais des signaux de qualité, que chercher absolument à appliquer son RSI et ses stochastiques en M1 pour avoir plein de signaux, mais surtout des faux signaux. C'est un commentaire de bon sens que je rappelle quasiment à chaque vidéo de formation. Je dis quasiment parce que par exemple dans le cas des particuliers de la vidéo sur les retracements de Fibonacci, on est sur un débat tout à fait différent. Mais dans le cas des oscillateurs, c'est absolument majeur de rappeler ça. Privilégier absolument la qualité à la quantité, en sachant que le stochastique, et ça arrive souvent, se trompe. Mais il se trompe surtout, comme tout outil, sur les plus petites unités de temps. Parce qu'on travaille non plus vraiment sur une tendance, mais sur ce qu'on appelle, d'un point de vue technique, sur le bruit, sur l'aspect chaotique, au sens premier du terme, du prix, quand on zoome énormément. Alors c'est pas un outil parfait, ça n'est pas un outil parfait, d'ailleurs il n'existe aucun outil parfait, bien que certains soient très complets, comme par exemple Ishimoku, mais même Ishimoku n'est pas un outil parfait, bien qu'il soit très répandu, donc malgré tout, la force des stochastiques, c'est surtout sa popularité, parce que c'est vrai que c'est très simple à utiliser, visuellement, je suis convaincu que même un enfant pourrait les utiliser, parce qu'effectivement c'est très simple, c'est très visuel, donc c'est très populaire. Du coup, l'outil se retrouve à valider bien souvent des signaux intéressants parce que autoprophétique, parce que globalement tout le monde a la même chose sous les yeux, mais pour autant, ça n'est pas un outil parfait. Il y a des faux signaux, et si tel n'était pas le cas, encore une fois, on serait tous aux Bahamas. Voilà. C'est du bon sens, mais bon, il ne faut pas se leurrer. Une règle à savoir sur les zones de tension, absolument majeure, justement, c'est ce que j'appelle l'oscillateur mort.
donc c'est vrai pour n'importe quel outil borné, contrairement par exemple au MACD qui est non borné, donc il peut adopter n'importe quelle valeur, donc il n'y a pas d'oscillateur mort. C'est pour ça qu'à titre purement personnel, j'ai plutôt tendance à privilégier et à préférer les oscillateurs non bornés aux oscillateurs bornés. Mais bon, c'est un avis purement personnel. Donc, une règle à savoir, c'est justement celle que j'ai explicitée tout à l'heure, c'est-à-dire que globalement, quand on évolue plus de 3, 4, voire 5 chandeliers consécutifs en zone de tension et que l'outil persiste à nous dire on est en zone de tension, l'oscillateur est mort. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le retrouver en vie? Il faut attendre qu'il repart dans la zone de tension inverse, pour le recharger entre guillemets. Alors pour autant, le bon sens et la littérature boursière nous dit une chose quand même très simple, mais qui est trop souvent oubliée par les opérateurs néophytes, c'est que ça n'est pas tout d'avoir un oscillateur borné en zone de tension, en zone de surachat ou de survente. Normalement, pour que le signal soit validé, il faut quand même qu'il revienne au sein de l'enveloppe, donc au sein de la zone neutre. C'est-à-dire par exemple, mes stochastiques casse la valeur de 80, elle se retrouve à 85, 90, pourquoi pas 100. Certes, je suis en zone de surachat, mais normalement, je n'ai pas encore de signal pour vendre. En théorie, il faut quand même attendre que je revienne en dessous de 80, très légèrement en dessous de 80. Donc, par définition, ça va traduire une chose simple, c'est que les chandeliers sont en train, effectivement, le prix est en train de se renverser, est en train d'amorcer sa tendance baissière, en l'occurrence, dans mon exemple. Mais pour une raison bête et méchante, parce que ça ne sert à rien d'anticiper absolument le retournement. Il vaut mieux rentrer au début, quand on commence à avoir vraiment le retournement qui se met en place, que chercher absolument à l'anticiper de quelques minutes ou quelques heures, parce que rien ne garantit, absolument rien ne garantit, que le prix ne va pas continuer à monter, encore une fois, alors que mon stochastique me dit que je suis en zone de surachat. Donc méfiance avec l'oscillateur mort. Voilà. Méfiance aussi avec la nervosité parfois extrême de l'outil, qui plus est sur les plus petites unités de temps. On le verra tout à l'heure, il y a un très grand nombre de croisements, il y a un très grand nombre de signaux qui sont précisés par les stochastiques, quelle que soit l'unité de temps certes, mais surtout sur les plus petites par définition, parce que même en D1 finalement on a pas mal de signaux sur les stochastiques. Beaucoup moins évidemment qu'en M1, peut-être 1000 fois moins, mais c'est vrai qu'en D1 ils sont très pertinents par exemple. Alors on n'en aura pas tous les jours par définition, mais ceux qu'on aura seront intéressants à intégrer dans une stratégie totale, puisque je rappelle qu'aucun outil n'est suffisant seul. Les stochastiques, comme par exemple pour faire un écho retracement de Fibonacci, ce sont deux outils totalement différents qui peuvent être complémentaires, mais seuls ils ne servent à rien, pratiquement à rien. Les stochastiques me servant plutôt à détecter des points d'entrée et de sortie, et les fibos, toujours pour garder le même exemple, plutôt à détecter des objectifs. Donc il faut mettre tout ça dans un contexte. C'est important de se dire que les stochastiques seuls ne servent à... Enfin, c'est pas qu'elles servent à rien, mais elles sont insuffisantes, globalement. Donc, encore une fois, qui dit méfiance avec la nervosité parfois extrême de l'outil, dit par définition méfiance avec la volatilité parfois extrême du prix, puisque l'outil, ce que nous dit l'outil, ça n'est rien d'autre que le prix en retard. Voilà. Place à la pratique, désormais. On a fini avec la partie purement théorique de la présentation, de la formation sur cet outil-là, et on va passer évidemment à la partie pratique pour illustrer l'essentiel du propos. Alors, sur Xstation évidemment, et sur le DAX 30 en particulier, donc sur l'indice allemand. Donc, typiquement, là, nous sommes sur Xstation, sur le DAX 30, sur l'indice allemand, avec une représentation en H4. Donc, sous-entendu, chaque chandelier japonais sous nos yeux va représenter 4 heures d'évolution de l'actif, de l'indice allemand, de la cotation de l'indice allemand. Alors, premier point, on va préciser où se trouvent les stochastiques. Évidemment, comme c'est un oscillateur, on va le retrouver dans le petit moteur de recherche des indicateurs et oscillateurs techniques. Alors simplement, sans forcément taper l'intégralité du nom, l'intégralité du mot, simplement ST ou STO, on va retrouver l'outil déjà en première recherche. Voilà, un petit peu à l'image d'une recherche Google. Voilà. Je rappelle le paramétrage par défaut, déjà précisé dans la partie théorique. K période 5, D période 3. Le code couleur, très sincèrement, bon, j'ai tendance à le renforcer un petit peu en appuyant un peu plus sur le contraste avec un vert un peu plus vif et un rouge un peu plus vif. Voilà. Déjà, on va distinguer effectivement un grand nombre de croisements entre ces différents signaux. Alors pourquoi insister sur le vert et le rouge? Tout simplement parce que ça va être beaucoup plus visuel. C'est-à-dire que si on est bon, moi je vous invite évidemment à toujours creuser un peu les vidéos et à bien comprendre ce que veut dire l'oscillateur K et l'oscillateur D. Pour des raisons de format, je ne vais pas forcément plus loin, je ne fais qu'ouvrir la porte. Mais globalement, si on veut synthétiser la chose d'un point de vue purement visuel, un petit peu à l'image de ce que peuvent être des moyennes mobiles, quand j'ai un croisement rouge au-dessus de vert, effectivement j'ai un signal baissier. Quand j'ai la verte au-dessus de la rouge, j'ai un signal haussier. C'est très visuel et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'un enfant peut comprendre l'oscillateur, parce qu'il n'y a pas plus basique. Bon. Par défaut également, l'outil
va me préciser des niveaux, les niveaux par défaut, ceux de 20 et de 80. Autrement dit, entre 0 et 20, je suis en zone de survente, entre 80 et 100, en zone de surachat. Alors, on peut les renforcer, pourquoi pas, avec des lignes horizontales. Hein. Pour le moment, je les trace un petit peu à la volée. On va pas tout simplement rentrer de manière beaucoup plus précise en double-cliquant sur chaque ligne la valeur de 80. J'aime bien les avoir en noir, typiquement, pour qu'elles ressortent bien. Et la valeur de 20 au niveau de la zone de survente. Alors, typiquement, ce que l'on va chercher à faire, c'est avoir un croisement haussier en zone de survente et un croisement par définition baissier en zone de surachat, ce que ne nous permet pas le RSI, typiquement. Sans avoir non plus sous les yeux un filtre me permettant d'évacuer certains faux signaux, comme le permet justement l'ADX. Donc on voit bien cette jonction, c'est-à-dire que aucun outil n'est suffisant seul, mais on renvoie un peu la balle, enfin ils se renvoient tous un peu la balle entre eux. On va prendre quelques exemples. On va prendre un exemple effectivement de signal valable et un exemple de signal raté, par définition, ce qui, ne serait-ce que par honnêteté, il faut quand même préciser les deux cas de figure. Donc, le 11 mai, sur le chandelier de 8h à midi, j'ai eu une très forte accélération baissière. Alors n'oubliez pas que tout ce commentaire-là se fait a posteriori. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on ne sait pas encore si l'oscillateur va se retourner. Donc, c'est bon de le préciser. Que se passe-t-il en parallèle? Ça fait déjà à peu près 8 heures que j'évolue, même 12 heures que j'évolue en zone de surachat. On remarquera d'ailleurs sur le point haut un petit doji, donc un signal chartiste d'essoufflement de la tendance, de retournement potentiel, en l'occurrence de retournement au profit d'une baisse. Pour faire écho là aussi à une autre vidéo de formation, j'ai un doji, j'ai eu une forte accélération quand même du DAX du 7 mai à midi de 11 250 globalement en guise de cotation à 11 750 le 8 mai. Donc effectivement, on a eu en l'espace de 24 heures une poussée assez impressionnante de plus de 500 points. Un doji, signal de retournement, c'est toujours bien de cumuler avec des petits éléments chartistes. Je suis en zone de surachat pur et dur au niveau de mon stochastique. La rouge, on va dire visuellement, passe au-dessus de la verte. Autrement dit, pour reprendre un peu le contenu, la D va passer au-dessus de la K. J'ai un signal baissier qui va se valider non pas sur le chandelier de 8h à midi, mais un peu plus tard, sur celui de midi à 16h. Je ne suis pas encore dans la zone neutre. Les profils les plus spéculateurs, avec tous ces éléments-là, certainement risquent de rentrer à la baisse. Les conservateurs attendront certainement le chandelier suivant en H4 pour revenir en dessous de la valeur de 80. Voilà. Et effectivement, bon, les baisses très fortement validées. Alors, comment sortir du marché désormais? Soit on attend, pourquoi pas, toujours pour garder l'exemple du stochastique, que mes deux sous-oscillateurs arrivent en zone de survente, typiquement, parce qu'on a à peu près la garantie qu'à chaque zone de surachat, on a juste après une zone de survente. C'est pas systématiquement vrai. Typiquement, là où j'ai mon curseur, ça n'a pas été le cas. Donc globalement, du 20 avril au 24 avril, ça n'a pas été le cas. On a eu bel et bien une zone de surachat, mais pas systématiquement après une zone de survente. C'est globalement vrai, mais pas systématiquement, sinon ce serait un peu trop beau. Et sinon, on peut, pour sortir du marché, attendre le retournement suivant des deux sous-oscillateurs. Voilà. Voilà pour l'exemple un peu parfait, l'exemple très propre, bien. Par contre, récemment, beaucoup plus près de nous, hein, au moment où je fais cette vidéo de formation, nous sommes le 22 mai 2015, c'est toujours important de le préciser si la vidéo est vue dans quelques années, mais dans quelques années, le principe du stochastique sera exactement le même, pour le coup ça peut pas devenir obsolète dans les grandes lignes, en tout cas que l'on voit ici. Le 19 mai, voilà, plutôt le 19 mai sur le chandelier de 20h à minuit. Alors 20h minuit, c'est excessif. En fait, c'est 20h à 22h, puis 8h à 10h, parce que je rappelle quand même que les cotations sont suspendues à partir de 22h. Voilà. Donc on va le dire comme ça. Bon, globalement sur ce chandelier-là, effectivement, je suis en zone de surachat et j'ai un retournement au profit d'une baisse. Très bien. Alors oui, il y a eu une baisse, mais enfin, c'est une baisse de 25-30 points sur du H4, c'est dérisoire. Et en plus, c'est une baisse vraiment avec un commentaire a posteriori. Donc il n'est même pas certain qu'on ait pu utiliser le plein potentiel de la chose, avec pourquoi pas une vraie validité de signal, plutôt sur le chandelier suivant, de 8h à midi le 20 mai. Dans quel cas, la baisse, non, on est pile sur un trading range. Si on veut faire un peu écho à d'autres vidéos de formation, justement, c'est le cas de le dire. Globalement, c'est très visuel, entre les 11 800, en guise de support majeur, et
tac, pourquoi pas les 11 880 pour reprendre un peu le contenu des derniers live trading. Donc effectivement là, faux signal parfait, faux signal total, puisque non seulement on n'a pas eu de tendance baissière, mais on n'a même pas, on a un petit peu testé, mais on n'a pas vraiment cassé le support des 11 800, ou du moins très ponctuellement. On peut pas parler de l'énorme tendance baissière très bien validée sur le premier signal qui était valable et qui nous a permis, enfin qui nous aurait permis théoriquement d'encaisser plusieurs centaines de points. Là, c'est vraiment dérisoire. Et en plus de ça, bah, on est reparti tout au long de la journée du 20 mai à la hausse en direction de la résistance. Donc là, on avait quand même beaucoup plus de risques d'avoir un stop loss touché qu'avoir un take profit comme ce fut le cas dans le premier exemple. Voilà. Donc voilà typiquement un exemple de signal valable et de faux signal pour bien illustrer que oui, c'est un outil hyper intéressant, oui, c'est un outil très visuel, très populaire, donc on renforce ce côté auto-prophétique et en même temps, bon, c'est pas un outil parfait très clairement, donc c'est toujours important de soulever les points positifs et les points négatifs de tout outil. Je pense que ça a été fait via cette vidéo de formation, donc effectivement aujourd'hui dédiée au stochastique. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous naturellement dans nos autres vidéos de formation et bien sûr à retrouver celles qui ont déjà été diffusées. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt.